tous et bienvenue dans notre émission, le Geeking Show. Comment ça va les amis? Bonjour. 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 Ça va, ça peut aller. Ça va? Un petit peu fatigué, un petit peu crevé comme on peut le voir à mon visage, donc mais ça va. Ça c'est l'âge, on n'y peut rien. Donc aujourd'hui dans notre émission, on va vous parler de films. Donc c'est des films qui nous ont marqués personnellement et qui ont peut-être été oubliés. Donc on va pas forcément parler de films, enfin pas pour tout le monde, de films qui sont vraiment mainstream ou de films qui sont sortis récemment. Mais c'est des films qui nous ont marqués personnellement. Mais avant de commencer, juste petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux et de lire les super articles qu'on a en ligne sur notre site web. Et sonnez la cloche pour être notifié des dernières sorties. Ding ding ding. Merci Aldo. Donc aujourd'hui, pour changer... C'est bon, sonner la cloche. J'ai essayé de chercher quelle cloche pour sonner. La cloche, ding ding ding. Donc aujourd'hui, pour changer... c'est moi qui commence. Je sais pas, c'est le peer pressure. Donc aujourd'hui, on parle de films et moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a peut-être 7 ans, je crois que c'était en 2011, je pense. Hein, peut-être que je me trompe, je sais pas. Donc je pense que c'est un film qui est sorti en 2011. 7 ans, 2011, oui. Ouais, je sais pas, je compte pas très bien. Et donc je vais vous parler d'un film. 7 ans, 2011. Qui s'appelle Dark Skies. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu Dark Skies? Connais mais pas vu. Entendu parler, ouais, pareil. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'aime bien les thrillers, j'aime bien un peu les films d'extraterrestres, etc. Et Dark Skies, ça mélange un peu les deux. Donc, en fait, Dark Skies, ça raconte l'histoire d'une famille. Donc une famille lambda, une famille américaine, donc dans un petit quartier poche, tout se passe très bien, jusqu'au jour où il se passe des trucs un peu bizarres dans la maison. Donc les parents, ils pensent qu'ils sont parano. Ils ont 2 garçons, donc 2 fils, et il y en a le plus petit, il dit voir des choses, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, ils vont voir des chasseurs d'aliens. Donc, des gens qui disent qu'ils ont déjà rencontré des aliens, des gens qui disent qu'ils se sont fait enlever par des aliens. Donc, le film tourne un peu autour de ce thème. Mais sauf qu'on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on ne voit pas du tout les aliens. Il y a des manifestations, en fait, mais on ne sait pas trop... Full théorie du complot, quoi. C'est un peu ça, c'est exactement ça. Et moi, ce que j'aime vraiment dans le film, c'est vraiment la chute. Donc, la fin du film, pour moi, est magnifique. Tu ne spoil pas. Je vais pas spoiler, bien sûr. Tu as donné envie à la table. Je vais pas spoiler, mais en fait, la fin du film, pour moi, c'est une fin comme je les aime. Je me rappelle que la dernière fois, on a parlé de séries. On parlait de séries. Et je me rappelle avoir parlé de Calls, donc sur une série sur Apple TV. Et en fait, moi, ce qui m'avait un peu mitigé, c'était la fin. Pour moi, ça aurait pu avoir une fin alternative. Une fin ouverte. Ouais, et en fait, je retrouve ce type de fin dans Dark Skies. Et ce qui m'a aussi plu, c'est qu'ils n'ont pas fait de suite. Donc, du coup... Le film se termine et on a plusieurs façons de pouvoir interpréter la fin ou ce qui se passe après. Donc moi, je vous invite à découvrir Dark Skies. Je pense pas qu'il soit dispo sur des plateformes de streaming, donc on sait comment faire. Peut-être sur les plateformes de streaming, faut voir, faut vérifier. Donc je vais peut-être mettre en bas de l'écran si c'est dispo sur une plateforme de streaming. Donc voilà, à découvrir Dark Skies. Donc là, je vais passer la parole à Nicolas. Donc Nicolas, toi, tu nous parles de quel film aujourd'hui? Je vous parle de Fountain, qui est un de mes films cultes. Donc Fountain, réalisé par Darren Aronofsky,
qui je rappelle, a fait Requiem for a Dream, Noah et aussi Wrestler avec Mickey Rourke. Mais ce qui différencie Fountain de ces autres films, c'est que c'est un concept qui n'a pas été fait avant. Donc ça se passe sur 3 époques. Ça se passe dans l'époque des conquistadors, donc la conquête des temples mayas et tout. Ça se passe dans le monde réel, le monde de jour, où tu as un docteur qui essaie de sauver sa femme d'un cancer et que le cancer revient à chaque fois. Et puis tu as le futur où tu as une espèce de voyageur du temps qui est dans l'espace, dans une espèce de sphère avec une orbe qui symbolise supposément l'orbe de la vie. Et ces 3 histoires sont intimement liées. Donc intimement liées comment? Parce que dans la plupart des histoires, tout se répercute. Donc tu as le cancer de la femme qui se répercute un peu dans le passé avec justement l'avènement de l'Inquisition qui plague l'Espagne. Tu as ce cancer-là qui se revoit aussi dans le futur par rapport à l'orbe qui symbolise un peu sa femme et qui commence à mourir petit à petit. Mais ce film, franchement, c'est un film qui mérite plusieurs visions pour vraiment appréhender tout ce qui se passe autour. C'est vraiment une œuvre dense, simple. Il n'y a pas d'artifice d'effets spéciaux grandioses ou quoi que ce soit. Simple, mais tellement dense que ça mérite plusieurs visions pour vraiment appréhender. Et franchement, Hugh Jackman, il est excellent dans le rôle. Rachel Weisz, elle est magnifique, juste magnifique. Et c'est aussi une histoire d'amour déchirante d'un homme et d'une femme qui essaient de trouver comment s'échapper de la mort. Donc pour moi, Fountain, un de mes films de prédilection et que je recommande vivement pour ceux qui n'ont pas vu. Mais ça me fait, quand tu me dis ça, ça me fait aussi penser à Cloud9. Oui, excusez-moi, Cloud9, ça fait référence au Temptation, l'album des Temptations, mais c'est Cloud Atlas. Ouais. Cette affaire de, tu sais, donc en fait, ça transcende et puis tout se rejoint. Ça me fait penser un petit peu à Cloud Atlas. Effectivement, Cloud Atlas aussi, c'est un peu le même feeling que Non, c'est ça, le feeling, le sentiment. Quand tu regardes Cloud Atlas, j'ai regardé aussi, j'apprécie beaucoup ce film-là. Merci de l'avoir ramené un petit peu en avant comme ça. Très beau film. Et en plus, le Hugh Jackman, il est très fort dedans. Il est très fort. C'est l'un de ses meilleurs rôles pour moi. Et il y a aussi cette musique de Clint Mansell qui est mon soundtrack préféré. Cette magnifique musique qui hante, même après la vision, quand j'écoute la musique, ça te hante carrément. C'est extraordinaire. Et ça fait penser un petit peu au bouddhisme dedans, avec cette affaire. Oui, ça parle de bouddhisme, ça parle de Maya, de l'orbe de la vie aussi, qui rejoint un peu la Bible, l'orbe de la vie. Je sais pas si je spoil, mais à la fin, quand il se retrouve... Si ta phrase commence avec « à la fin », tu vas passer ce terrain. C'est pour donner envie aux gens. Là. Non, mais ça... Mais même il y a beaucoup de significations. Il y a beaucoup de... Tu n'arrêtes pas. Et comme tu dis, Dark Skies, à la fin, ça te laisse interpréter le truc comme tu veux. C'est une fin ouverte, donc tu interprètes comme tu veux. Mais Fountain, pour moi, c'est une pièce maîtresse de la filmographie de Darren Aronofsky. Et allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, prochain... Aldo, tu nous présentes quoi comme film? Alors moi, je vais vous parler de science-fiction encore une fois. Je vous parle d'un classique de 82 de Ridley Scott. Je parle de Blade Runner. Mais attention, pourquoi je viens parler de Blade Runner? Parce que quand on parle de Blade Runner, aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît Blade Runner. Mais le problème, c'est que le film a été un flop à sa sortie. Il n'a pas atteint le budget escompté, comme on dit. Mais moi, je ne viens pas parler de Blade Runner, la version de 2007. Parce qu'il faut savoir que Blade Runner a eu droit à pas moins de 7 sorties différentes. Et chacun emmène son petit gimmick. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la version originale de 82. Pourquoi je vais vous parler de cette version-là alors qu'elle a été disowned par Ridley Scott qui dit que c'était pas la vision du film qu'il avait. La vraie vision du film, c'est celle de 2007, le Final Cut. D'ailleurs, si vous voulez vraiment commencer, rentrer dans l'univers Blade Runner, allez voir le Final Cut avant. Mais pourquoi moi je viens vous parler de la version de 82? C'est parce que c'est une expérience en fait. La version de 82 est différente sous plusieurs aspects, merci. Déjà, il y a une narration. L'histoire est narrée par une voix off, la voix de
Deckard, donc le protagoniste. Ça fait très film noir. Ça fait très film noir, ça fait un film de détective, tu vois le détective Surtout, ouais, qui a passé une très mauvaise journée, qui lit son journal et qui dit le temps est très dégueulasse aujourd'hui. Humphrey Bogart. Un peu comme ça. C'était un petit peu ça. Hein. Oui. Ouais. Et selon moi, qui a vu la version originale avant de voir le Final Cut, parce que mon papa m'a fait découvrir la version originale, je m'attendais du tout pas au fait que la vraie version ne ressemble du tout pas à la version originale de 82. Donc, comme je vous dis, il y a cet aspect narratif, donc il y a une narration. Mais la raison pour laquelle les gens n'ont pas vraiment envie d'aller voir la version originale, c'est parce que au niveau narratif, c'est-à-dire l'histoire, il y a certains points qui ont carrément été enlevés de cette version. Donc, Ridley Scott avait une vision du film, mais il n'a pas eu droit oui, au mot final. au mot final. Au Final Cut. Je parle notamment de la séquence du rêve licorne, de Unicorn Dream Sequence, qui a carrément été enlevée de la version originale. Et pourtant, c'est une des facettes les plus importantes de l'histoire, parce que la fin du Final Cut est libre à interprétation, encore une fois. Un troisième film qui est libre à interprétation. Et pourtant, la version originale se termine en mode happy ending. Donc, Deckard qui prend sa voiture, qui file, qui va sur le soleil couchant. Franchement, elle n'a pas sa place. Mais il faut absolument le voir si vous avez du temps libre. Parce que si vous devez voir Blade Runner, allez voir le Final Cut. Je vous encourage à aller voir le Final Cut. Mais si vous voulez une expérience différente, allez voir la version originale de 82. Maintenant, pourquoi je parle de Blade Runner principalement, franchement, Blade Runner, c'est une œuvre d'art pour moi. Quand on parle de science-fiction, Blade Runner, c'est la référence. L'une des références des années 80, voilà, je vais préciser. Blade Runner, c'est une œuvre d'art. J'en ai déjà parlé à mes amis, j'en ai déjà parlé à mes proches. Je dis que quand vous mettez arrêt sur image de Blade Runner, vous êtes tout le temps sur un tableau. Il y a tout le temps Un vrai tableau, quoi. Un tableau d'œuvre d'art. C'est bien réfléchi. C'est dingue comment Ridley Scott est tombé bien bas. C'est Hein? fou. Alors, quand on pense aujourd'hui... Depuis, oui. Malheureusement. Disons que les standards ont beaucoup baissé. Mais puis la bande-son, Vangelis, excellente, franchement. J'ai trouvé que Ridley Scott trouvait bien bas. Peut-être qu'il a mis la barre trop haut pour lui à l'époque. Parce que déjà, Ridley Scott, c'est Alien, c'est Blade Runner, c'est Gladiator. Donc déjà, aller faire mieux que ça. En fait, Ridley Scott... Même Steven Spielberg aussi, tu vois, aujourd'hui, on peut dire que bon, il reste Steven Spielberg, Oui, mais quand tu même... n'as pas des films risibles comme le dernier Alien que Ridley Scott Oui, a fait. oui. Mais Mais ça, tu as Prometheus, l'impression c'est plus pour... Non, c'est Covenant. Covenant, oui. Mais Ça ça, allait éclater de rire, man. ouais, mais tu as l'impression qu'il a fait ça juste pour Fric. le fric. Ouais. Ouais, c'est la franchise beaucoup de ça aussi. qu'il a déjà établie, Ouais, en fait. ouais. Ouais. Mais bon, pour terminer, je vous dis franchement, Oui. allez voir Blade Runner. Ça, je Non, pense c'est- tout le monde est d'accord. C'est le seul film que je regrette de ne pas jamais avoir vu en salle. Oui. Ouais, Tu as Blade Runner, le premier Alien. Mais je m'imagine à Mais l'époque, peut-être c'était- que tu regardes ça en salle avec la version de 82 qui a quand même été un flop. Il faut le truc. Peut-être qu'on n'aurait pas aimé. Mais Parce que c'est un film Le qui truc, se c'est ça, construit. je suis incapable de te dire quelle version j'ai vue à la télé. Ouais, je te moi dirais. aussi, je suis d'accord avec toi. Blade Runner, je l'ai vu 4 ou 5 fois avant vraiment d'appréhender le film. Hein. C'est quand même bizarre que je me suis dit, oui. Alors, il y a je quelque chose je dans ce rebondis film. sur ce que Ben dit. Si vous voulez rapidement savoir quelle version vous avez vue, s'il y a une narration en mode détective noir, vous avez vu la version originale. Non, j'ai pas vu ça. Si vous avez vu une version sans narration, avec des effets spéciaux un peu datés, c'est la deuxième, C'est celle-là. le deuxième release, c'est le Director's Cut. Ouais. Maintenant, si vous avez vu une Même version... dans les années 80, début 80. C'est ça. Director's Cut. Ça, c'est le Ça fait Director's partie Cut. sur RFO et compagnie. là. Ah, C'est d'accord, ça. ok. Maintenant, si vous avez vu une version un peu teintée vert, un teint un peu vert, un peu que ce que Snyder fait, mais Oui. version verte, on va dire, et avec un peu de gore et de violence, vous avez vu la version Final Cut. D'accord. La vraie version, entre guillemets, approuvée parce que- par Ridley Avec Scott. Il y a un le- mec qui est avec- vraiment... Voilà. Euh, Donc, franchement, digne de Mortal Kombat. Et puis il y a le Work in Progress, je sais pas si tu l'as vu, sans Non, les effets c'est spéciaux. ça. Le avec- Work in Progress, j'en ai entendu parler, mais C'est j'ai intéressant, pas- c'est j'ai pas- intéressant. Ça vaut, ça vaut le Ouais. coup de jeter un œil. Ok. Ben, merci Aldo pour ce film. Ben, tu nous présentes quoi aujourd'hui?
Alors moi, le film dont je veux vous parler, c'est un film par un réalisateur qui est connu pour les gunfights. John Woo. Exactement. John Woo. Effectivement, je vais vous parler, mais pas de ces films où il y a des gunfights, je vais vous parler de Red Cliff. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, Pas oui, vu. oui. Alors Red Cliff, effectivement, John Woo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. C'est un des papas du film d'action tout court. Il est connu pour des gunfights millimétrés, des Super films, chorégraphie. Les ralentis. des ralentis qui ont inspiré tellement de jeux vidéo, Max Payne, etc. Et à un moment, bien sûr, dans sa carrière, il est parti aux États-Unis. Et là, il a fait des films comme Mission Impossible ou Broken Arrow. Face Off. Volte-face. Volte-face. Légendaire film. Ouais, Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut Ouais. aussi la Chef peine. d'œuvre. Vous faites n'importe quel film de John Woo des années 80-90. Si vous ne les avez pas vus, il faut les voir. Et là, donc, après les États-Unis, vous avez eu une espèce de désamour du cinéma, on va dire. Une expérience qui a eu un goût amer, on va dire. Et il retourne en Asie. Et là, il va faire un de ses films où il n'y a pas de fusil, donc, où il n'y a pas ce qu'il a fait connaître. Il va faire Red Cliff. Et Red Cliff, pour ceux qui se demandent mais de quoi ça parle, c'est plus ou moins, si vous voulez, c'est ce qui a inspiré des trucs comme Dynasty Warriors ou encore c'est inspiré de Romance of the Three Kingdoms. Donc ce sont des batailles légendaires qu'il y a eu en Chine entre différents clans. Et juste pour savoir, c'est que Red Cliff, c'est un film que vous pouvez avoir soit en version compilée ou en version partie 1, partie 2. Parce que ça a été un énorme carton en Asie, en Chine. Et c'est un film pour moi épique, superbe. Quelque part, ce serait peut-être le Seigneur des Anneaux hongkongais, on va dire. Donc, il n'y a pas d'orques, certes, mais bon, d'ailleurs, Hong Kong qui dit Asie, là. Mais c'est un film à découvrir que je recommande vivement. Et même, si vous avez, on y retrouve justement peut-être Tony Leung, là. Takeshi Kaneshiro. Donc, à découvrir, donc, pour moi, Red Cliff. Okay. N'importe laquelle des deux versions, si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est un film à En découvrir. fait, c'est la version de 4 heures qui mérite d'être vue pour vraiment sentir à l'entreprise. Donc tu mentais pas quand tu disais que c'était le Seigneur des Anneaux hongkongais. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et vous avez passé... De toute façon, vous n'allez pas voir le temps passer sur ce film. De toutes les façons, moi je soutiens fullement toi dedans, parce que John Woo, c'est pas juste ça qu'il faut découvrir. Si vous ne connaissez pas John Woo, il faut tout voir. Il ne faut pas oublier que quelque part, ce qui est un petit peu risible, c'est Van Damme qui amène John Woo aux États-Unis avec Hot Target. Hot Target, c'est Van Damme. Mais John Woo, volte-face. Même ces films japonais, Face Off. The Killer, À toute épreuve, Syndicat du crime. Oui, Bullet to the Head. Voilà, tout le reste. La liste est longue, quoi. La liste est longue, est mais longue. franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'accès à ces films aujourd'hui, mais à découvrir, quoi. C'est un réalisateur tellement prolifique, avec une vraie sensibilité. Donc, ouais. Donc, merci Ben. Donc, Stéphane, tu nous présentes quoi comme film? Ben, je crois que j'ai un problème avec les épées. La dernière fois, c'était Highlander. Highlander. Here we are. Here we are. And here we are again. Et je continue. Here we are again. Ben, je vais vous parler d'Excalibur 81, qui est à mon humble avis. Ouais. Oui, l'année où tu es né. Donc, un film de John Boorman, 81, qui est, à mon avis, la meilleure adaptation d'une œuvre arthurienne. À mon avis, avec le Merlin l'Enchanteur de Disney. Ok, ouais. Right? Ouais. Qui a fait découvrir. Oui, Tout le monde a connu. Oui, Bonne donc, partie, tout le monde a découvert. avec tout ce qui vient après, quand on compare avec Excalibur, ils ne font pas le poids. Donc déjà, c'est une adaptation parce que Arthur, la table ronde, il y a eu plusieurs écrits là-dessus. Ça date du XIIe siècle avec
la quête du Graal, etc. Et puis, sur le plan cinématographique, on a vu, comme je vous ai dit, il y a du Disney, il y a de l'anglais, il y a de l'américain, il y a du Sean Connery, il y a un petit peu tout. Mais avec Excalibur, déjà, aujourd'hui, si on devait tourner Excalibur, il y aurait eu tout plein d'effets spéciaux qui, à mon avis, auraient gâché pas mal le film. Parce que le film, c'est une belle histoire, mais c'est aussi une atmosphère. C'est un très belle atmosphère. La bande-son, on a l'impression que, parce qu'on prend du Wagner dedans, on prend du Karloff, qui sont des classiques. Mais on a l'impression que ces personnes-là, que ces grands compositeurs ont écrit pour John Boorman. Parce que tellement la musique La bande-son se marie bien avec... cadre avec le film. Pas de grands effets spéciaux, pas de grandes... Pourtant, on parle de l'époque médiévale. Aujourd'hui, nos références, c'est quoi? Ça va être un petit peu Lord of the Rings ou des choses comme ça. Hein. Mais Braveheart et tout. Mais là, pas de grandes scènes de combat, mais des jeux d'acteurs. À l'époque, on a du Patrick Stewart, Gabriel Byrne qui commence, Liam Neeson, donc pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un film à costume, purement britannique. Si vous regardez, vous avez l'impression de vous retrouver dans les forêts anglaises de cette époque. Donc moi, je vous le conseille, si vous ne l'avez jamais vu, allez-y. Et je vous assure que vous allez vous laisser entraîner par l'atmosphère. Pour moi, c'est l'atmosphère qui nous prend vraiment. Et aussi la musique. La musique, elle est extraordinaire. Comme je dis, c'est du Wagner. On aurait l'impression que Boorman s'est assis avec Wagner. Écoute, telle scène, écrit telle musique pour moi. Tellement que ça cadre avec toutes les actions du film. Donc, Excalibur de John Boorman. John Boorman, c'était peut-être son seul film où il a réellement bien fait. Parce qu'avant, il y a eu un Zordeuse avec Sean Connery. Je te vois tiquer là. On a parlé de Sean Connery avant dans l'émission pour ses choix et Zordeuse, c'est pas ça. Allez. Ben, Pour merci. ceux qui ne connaissent pas, allez Merci voir la Stéphane. photo. Oui, le costume. Allez voir le costume. C'est vrai que tu nous mets ça Ouais, Oui, je s'il vais te mettre plaît. Un petit bonus là à côté, on va voir la photo de Sean Connery avec son costume des beau autres. costume, exactement. Donc merci Stéphane pour ce film, merci à tout le monde. Donc on va passer aux rubriques. Et... Par contre, on n'a pas fait des honorable mentions. Ah oui. Peut-être Honorable mentions. si on a quelques minutes. Ben, je pense qu'on a 2 minutes pour les honorable mentions, donc c'est assez vite fait. Qui c'est qui commence? Allez, vas-y, Nico. Ben, mon honorable mention, on va dire, John Carter. John Carter, Moss. Donc, beaucoup ont considéré le film comme un rip-off de Star Wars, alors que John Carter, Et à Lucas, l'origine, a beaucoup pris. prix de John Carter. Voilà. Donc John Carter, ça raconte l'histoire d'un soldat de la guerre de sécession qui se retrouve bizarrement, il pénètre dans une caverne, se trouve sur Moss. Ouais. Aussi simple que ça. Et, et là-bas, il est considéré comme un messie, comme un dieu. Il va participer à une guerre entre deux races d'extraterrestres. Et franchement, John Carter, c'est dommage que Disney ait mal vendu le film. Ouais. Parce qu'il mérite beaucoup mieux que le flop qu'il a eu en salle. Oui. C'est mené par le... Comment s'appelle déjà l'acteur? Aucune idée. Taylor Hitch, non. Taylor Kitsch. Voilà. Taylor Kitsch. Et Taylor Kitsch. Kitsch. Hitch ou Kitsch? Kitsch. Ouais, Ouais. il devait être Gambit, je crois. Enfin, Exactement. il était Gambit Ouais. des X-Men. Ouais. Mais la plupart des films dans lesquels Ils ont se vraiment retrouvaient- essayé de le pousser Ouais. comme une superstar. Mais ça n'a pas Mais fonctionné. disons, John Carter, il fait le taf. Et puis il y a une magnifique actrice dont je ne me rappelle plus du nom. Pareil. Oui, elle est connue au bataillon. Elle est connue au bataillon, mais très, qui est très jolie magnifique dans le rôle de la princesse. Bon, c'est une histoire de princesse, de royaume et tout, mais extrêmement bien fait. Et franchement, John Carter, il aurait pu prétendre à être le Star Wars des années 2000 s'il avait Très connu, mal vendu. Très par mal Disney. vendu par Disney. Très mal Mais vendu. que j'avais à découvrir, franchement, parce que c'est une petite perle. Ouais. Merci. Bah, moi, je vais passer vite fait. On en parlait à Ben la dernière fois en voiture. The Raid, si vous voulez un spectacle. Ah, ouais.
de violence Oui. pure et dure. Violence gratuite. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est du talent. C'est du talent. C'est du talent d'arts martiaux, de Non, chorégraphie, c'est- franchement. Il y a le 1 et le 2. Pour moi, les combats les plus intenses qu'il y a eu dans un film d'action, c'est lui-là. C'est vrai. The Raid, franchement, on fait pas. Il y a une très belle chorégraphie en fait de combat dans The Raid, c'est vrai que c'est... Exactement. Il y a le 1 et le 2 et Ouais. on recommande. Le whole corridor aspect là, un mec contre un bâtiment, franchement. Allez. Et petite anecdote, dans The Raid 2, il y a une poursuite en chemin. Je pense que tu te rappelles de cette scène, une poursuite très violente. Mais ça a été tourné sur l'accord des autorités. Ça a été tourné clandestinement. Ah bah, Donc les assurances, tout ça, ils n'entraient pas dedans en fait. le fun fact du movie, ça Merci Movie Sensei. Vas-y Ben. Moi, j'ai peut-être 3 films rapidement. Alors, on parlait Hong Kong. Pour ceux qui connaissent, ils ont connu peut-être Stephen Chow avec Shaolin Soccer. Ben, il y avait plein de films avant et celui que je recommanderais, ce serait God of Cookery, qui est peut-être disponible sur YouTube. Vous allez crever de rire. Ouais, j'ai regardé, c'est top. Sinon, on parlait du Seigneur des Anneaux. Je recommanderais Brain Dead, Ah oui. film Oui, de zombies entre guillemets. Oui. Si vous allez vraiment passer un bon moment. Et finalement, le film qui aura fait revenir M. Night devant, ce serait The Visit. Que j'ai bien aimé, qui était un sympathique survivor. Gérontologique. Il y a des séquences qui vont faire choquer les gens, là, vous allez voir des grands-mères. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est ces 3 films-là, de l'horreur, des zombies et de l'humour. Faites-vous plaisir. Et moi, pour faire un petit peu, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, là, tous les Conan, faut pas oublier que Swordsy, il a commencé dans les Conan. Oui. Le Heroic Fantasy au cinéma, il y avait Kalidor, il y avait Dans l'Invincible, il y avait Conan le Barbare, Red Sonja, donc c'était excellent. Malheureusement, il y a eu les Maîtres de l'Univers après en film qui est venu gâcher un petit peu tout ça. Mais les Barbarians, oui. Donc si vous avez l'occasion... Non, les 2 jumeaux là... À ne pas conseiller. Mais on conseille quand même Conan, Dans l'Invincible, Red Sonja, Kalidor. Donc voilà un petit peu. Si vous, gros bras du cinéma. Si vous vous intéressez à l'Heroic Fantasy. C'était une mode à l'époque, C'était une mode. Ça a eu son époque. Ouais. Ben écoutez, merci pour tout ça. Merci à tous. Donc on passe aux rubriques. Donc je pense qu'on va commencer par le Movie Sensei aujourd'hui parce que ça rejoint étroitement ce que Stéphane nous a partagé au niveau de ses films. Donc, exactement, donc on reste dans le trip, on va dire, arthurien. Parce que je vais passer une nouvelle production qui s'appelle The Green Knight. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai vu. Green Knight. C'est sur Netflix, non Non, c'est pas sur Netflix. Moi, je l'ai regardé sur IPTV. C'est disponible en VOD. C'est disponible en VOD. Donc, c'est réalisé par David Lowery qui avait réalisé l'adaptation live de Peter et Elliot le Dragon. Ouais. Et aussi un petit film très sous-estimé que je conseille aussi, c'est Ego Story, qui est un film de fantôme mélancolique. Lego Story Et Ghost Story. Pas Lego Story. Les films Lego aussi sont pas. C'est pas mal. C'est pas le même thème, mais voilà. Donc, The Green Knight, ça parle de quoi? C'est une adaptation libre de la légende de Gauvin et du Chevalier Vert. Et il y a le Slumdog Millionnaire dedans. Exactement, Dev Patel. Dev Patel. Donc, c'est une œuvre qui a été écrite par un inconnu dans les années... Tu sauras plus me dire ça, 12. Au fait, c'est pas un inconnu. Au fait, à l'époque, les auteurs n'étaient pas importants. Voilà. C'était l'écrit qui était important. Voilà. Et on faisait des recueils. Il y avait Chrétien de Troyes, au fait, qui a fait la quête du Graal. Quest, ça s'écrit Queste. Donc, on fera une classe de grammaire après. Mais c'était Voilà. ouais. Donc, c'est un poème qui a été écrit à cette époque et qui raconte le défi lancé par un être qui s'appelle The Green Knight, qui est une créature un peu bizarre, qui est sortie de nulle part, qui vient lancer un défi pour dire que, voilà, celui qui me terrasse, donc, peu importe comment vous me tuez, je vous rends l'appareil un an après. Du coup, Gauvin s'est porté volontaire et il lui a coupé la tête. Bonne chance. Du coup, le Green Knight s'est relevé avec sa tête et dit voilà, mais non, on se revoit. Voilà l'histoire. Allez, ok. Donc, c'est une grande
Donc, tout d'abord, ceux qui connaissent la légende de Gauvin, Sleepy Hollow, ça, non? il y a un peu qui ressemble à Scipio, justement. Ouais. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Gauvin savent que ce personnage-là, ben, il n'a jamais été comme ça, comme c'est présenté dans le film. Ouais. Parce que dans le film, il est présenté d'une façon un peu lâche. Il est un peu le gars qui se prend un peu, ouais, je suis le boss, je suis ici. Mais au fait, qui est un peu heureux, au fait. Mais au fait, Gauvin, c'est le véritable héros de la période arthurienne. Voilà. Plus que Arthur, parce que Arthur rate sa mission, au fait, et va pêcher par rapport à ça. Et c'est Gauvin qui reprend un petit peu le tout après. Ah, ok. Donc, mal vendu, plus connu à l'époque que Lancelot, Gauvin, plus connu que Lancelot. Et je pense que ce film-là, Bon, c'est une libre adaptation. libre adaptation. Il y a eu débat dessus, il y a des débats, mais la qualité du film ne réside pas dans l'interprétation ou quoi que ce soit. C'est plus dans l'ambiance qui se dégage. C'est vraiment une ambiance atmosphérique. C'est pas un film pour les gens qui veulent aller voir de l'action, qui veulent aller voir du Marvel, quoi que ce soit. Non, c'est un film poétique qui prend son temps et qui offre des images magnifiques. Stranger Dark Souls, ça a un peu cette imagerie-là, si tu veux. Parce que la façon dont représenter les Morgan, par exemple, la façon dont est filmée certaines séquences, vraiment, c'est un film qui, soit on accepte tel qu'il est, on se laisse emporter, ou alors on n'adhère pas du tout. C'est un hit or miss. Ouais, voilà. Porté par Dave Patel qui pour moi, est un de ses meilleurs rôles. Et il est secondé par Alicia Vikander, qui est quand même une très bonne actrice aussi. Joel Edgerton. Et aussi le méchant de Mission Impossible, Sean Harris, qui a aussi joué dans Prometheus. L'excellent Prometheus. Ouais. Prometheus, j'ai aimé. Prometheus, ouais. Covenant. Donc, franchement, pour moi, cette année-ci, j'ai pas vu un film aussi beau que The Green Knight. Parce que chaque plan, on peut mettre, comme tu dis, pour Blade Runner, on peut mettre sur pause. Et c'est un tableau. C'est un tableau. Ok. C'est un tableau. C'était un film, encore une fois, avec une interprétation libre à la fin. Donc, on peut penser ce qu'on veut du film. C'est une intervention libre. Et il y a eu des théories que j'ai pu voir sur Internet où tout le monde a essayé de décortiquer la fin. Mais je vous laisse voir juste pour apprécier et vous faire votre propre opinion. Mais c'est un film à découvrir. C'est dommage qu'il n'ait pas passé en salle. Malheureusement, avec le Covid, il n'est pas passé en salle. Mais c'est un film à découvrir. C'est un des plus grands écrans que vous avez chez vous. Je sais pas, un projecteur ou même un des plus grands écrans de télé que vous avez. Je sais pas. Fait de la pub pour Galaxy. Hein. Et pour en finir, The Green Knight, bon, comme je vous dis, ça peut diviser, mais ça reste quand même un vrai morceau de cinéma pour moi cette année-ci, un vrai morceau de bravo qui mérite d'être vu. D'accord, merci. Donc, Stéphane, toi tu l'as vu, mais les autres, vous avez vu? Pas encore, non. Pas encore. Ça a envahi mon newsfeed, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Ouais, mais le problème, c'est que actuellement à Maurice, tu fais quoi? Tu fais comment? IPTV. Tu attends que... Non, je fais pas la publicité pour IPTV, excusez-moi, mais tu vas attendre que ça sorte sur Canal. T'attends plus là, non? Bon, comme on a dit, on sait comment faire, on va pas dire, mais voilà. Donc, merci. Vous avez la Nicolas. solution. Merci Movie Sensei pour ce film. Donc, maintenant, on va passer à Aldo. Donc, Ready, Steady, Play. Tu nous présentes quoi? Je pense que c'est là depuis le début de l'émission. Et ouais. Aujourd'hui, on va parler de mecs bien virils, de gros bonhommes comme on les aime ou pas. Ça dépend. Donc moi, aujourd'hui, je viens passer un message, un peu comme Ben qui vient passer des messages à chaque émission. Moi, aujourd'hui, je vous invite à aller découvrir la franchise Yakuza ou Ryuga Gotoku pour les puristes. Yakuza, c'est Comme un dragon. comme un dragon pour les francophones. Sérieux? Oui, parce que non, Ryuga mais- Gotoku veut dire comme un dragon. Ah, ok. Alors c'est comique parce que maintenant c'est Ryuga Gotoku like a dragon. Donc c'est comme un dragon, ça n'a aucun sens. Bref, alors Beaucoup de dragons. beaucoup de dragons. Non, non, mais Alors, gros respect. Vas-y, balance. pourquoi je vous invite à aller découvrir la franchise Yakuza? Alors déjà, il faut faire attention parce que ça plaira pas forcément à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est 100% nippon, c'est pur japonais. Si vous allez essayer Yakuza en espérant une expérience habituelle, on va dire, vous serez surpris. Parce que Yakuza, c'est pour moi la beauté de la contradiction. Vous voyez la couverture, vous voyez deux mecs bien tatoués, des dragons.
vous vous dites, je suis in pour une expérience, l'action, pour de l'action, pour du combat pur. Et pourtant, au bout de à peine 1 heure de jeu, vous vous retrouvez dans une quête annexe. En tant que Yakuza, vous êtes babysitter, vous passez des coups de fil un peu chauds, vous pêchez, vous jouez au baseball, vous vous perdez dans les villes du Japon. Kamurocho, qui est Un très beau quartier. un très beau quartier, bien dégueulasse aussi. Attention avec les... Allons dire que la ville est bien peuplée, on va dire. Alors, parlons de Yakuza. Yakuza, c'est un beat 'em all. Ou beat 'em up, dépendant de qui connaît quoi. Un beat 'em up, en gros, vous êtes un mec avec vos points qui rappelle un peu Streets of Rage, qui rappelle un peu les Double Dragons. Vous avancez, vous tabassez des méchants. Mais il y a un aspect RPG, donc role-playing game. Vous avez des quêtes et vous avez l'intrigue principale. Donc, vous avez l'histoire qui est excellente. Franchement, Ils en ont fait un film. Ils en ont fait un film. Takashi Miike, Que vous pouvez... le réalisateur qui tourne plus vite que son ombre. 4 films par Qui est an. réputé pour... C'est le record. Pour nous filer des films comme des petits pains. Pourquoi je parle de l'histoire en premier? Parce que franchement, niveau drame criminel, Yakuza, c'est franchement la référence en termes de jeux vidéo. L'histoire, elle est excellente, les personnages sont super bien écrits. Et pourtant, il y a cette contradiction parce que le jeu est en 2 façades. Donc, vous avez l'aspect super sérieux, drame criminel, des mecs des qui gens s'entretuent, Oui. la quête du pouvoir, des terrains, Le respect, le code du Yakuza. le code du Yakuza. Ouais, il y a tous ces thèmes tellement sérieux. Et pourtant, le jeu ne se prend pas au sérieux. Parce qu'il vous offre des petites pépites, Des des minigames. minigames, parce que faut dire que le jeu est distribué par Sega. Vous avez des mini-jeux de Il y Sega. a des mini-jeux de Sega. vous avez Pour Ben, qui est un fervent amoureux des jeux de combat, Vous avez du Virtua Fighter. il y a du Virtua Fighter. Donc, vous pouvez aller dans les bornes d'arcade de la ville pour jouer à ces jeux. Mais, comme je vous dis, il y a aussi les personnages qui sont écrits mais à la perfection pour moi, franchement. Déjà, le protagoniste de allons dire le protagoniste de la plupart des opus, Kiryu Kazuma, il est lui-même une contradiction parce que quand vous voyez sa tête, vous vous dites, mec sérieux, Une star au Japon. ce mec-là, c'est une star au Il ressemble Japon, au gars de Overrated, là. un peu. Ouais. Et pourtant, c'est un grand-père bien aimable, un papa exemplaire. Ouais. Mais franchement, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que Yakuza, c'est une série qui peut laisser diviser, on va dire. Certaines personnes ne veulent pas vraiment forcément rentrer dans ce genre de jeu. Oui, parce que c'est comme on expliquait la dernière fois, c'est un jeu japonais. C'est un jeu japonais. C'est fait pour que tu en aies pour ton argent, que tu passes des heures dessus. Et tu as tout ce gameplay-là. Mais il faut juste pas s'attendre à aller sur un GTA. Quoi. Exactement. Les gens ont tendance à comparer parce que c'est le open world, entre guillemets, de gangster, Mais à la japonaise. mais à la japonaise. Si un GTA vous permet d'aller dans les villes et flinguer tout le monde, vous aurez pas ça là-dedans. Kiryu a un code d'honneur, il frappe pas les civils, il tue pas les passants, mais il se permet de bien défoncer la race aux autres Yakuza. Hein. Franchement, le jeu est violent à souhait. Il y a des scènes d'action, il y a des... Franchement, le combat, il est addictif. Franchement, si vous aimez les beat 'em up, allez essayer Yakuza et vous retrouverez une expérience unique. Franchement. Mais au fait, je me posais tout à l'heure la question, si tu veux commencer par exemple par Alors, Yakuza, Si tu veux commencer par Yakuza, je te conseille d'aller commencer avec Yakuza 0, ouais. qui sert... Ou le 1. Ou le 1, ça dépend. Le remake du 1 est disponible. Exactement. Là, je suis venu avec le remake du 2, parce que pour moi, le 2 reste... Ils étaient sortis à la base, le 1 et le 2 ils étaient sortis à la base sur PS2. Et le 2 était un double disque ou un Oui, un gros- double disque. Ou un gros disque. Et malheureusement, petite anecdote, quand j'ai acheté le jeu, Ça savait pas, on a été gravé sur ça un n'avait seul. pas été gravé sur un seul, et du coup, je me suis retrouvé comme un imbécile, Avec la sans la moitié fin de- de l'histoire. Ouais, pareil. Ouais, tu vois. Anecdote. Mais franchement, si tu veux commencer, tu commences avec ou le 0 ou le 1. Parce que le 0 sert de prélude qui introduit 2 personnages principaux, donc Kiryu et Goro Majima qui est un taré de sa race. Le 0.5 aussi est pas mal.
Pourquoi quand je pense à Yakuza, je pense au film de Dolph Lundgren. Shutdown in Little Tokyo. Référence. Ben, référence. Allez-y, n'hésitez pas. Ben, merci Aldo pour cette découverte. Donc on va rester au Japon. Geek in Japan, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors, le Geek in Japan aujourd'hui, il a envie de parler un peu d'animé. Alors, bon, là, j'ai ramené quelques mangas, bizarrement. Et je vais vous poser la question, c'est quoi la différence, hormis, bien sûr, le thème, l'auteur, etc., et la présentation, entre ces différents mangas. Nous avons Moriarty, nous avons Chainsaw Man, et nous avons... mon Dieu. Mobile Suit Gundam. Quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence? Déjà, Gundam, c'était un anime avant d'être un... Exactement. On parle de direct to animé. Merci, monsieur. Exactement. Alors, le truc, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un schéma qui est en place depuis quelques années au Japon. Vous avez un manga qui sort soit de façon hebdomadaire, soit de façon mensuelle. Et après, bon, bien sûr, c'est publié dans une revue qui compile plusieurs mangas. Les revues sont en compétition les unes avec les autres. Donc, et l'idée, c'est de vous faire acheter toutes les semaines et voter pour le manga que vous préférez. Les 3 meilleurs restent en permanence et les 3 derniers, le dernier, commence à avoir un peu de chaleur et se fait annuler éventuellement. Donc, c'est un monde sans pitié. Ouais, sans froid. Oui. Compétition. Yakuza. début. Donc ouais, c'est ça le schéma au Japon. Et le truc c'est que éventuellement ce qui va se passer une fois que tu arrives à 10 chapitres, tu as ton premier volume qui va sortir et les ventes du volume, ça va déterminer si tu commences à avoir un peu plus de sponsors, si tu vas avoir des assistants. Plus tu as de succès, plus tu as des portes qui s'ouvrent pour toi. Bientôt tu auras un animé, un studio qui va venir taper à ta porte, qui va entrer en débat, enfin, pour essayer de voir si on peut avoir les droits pour adapter ton manga en animé. Et quand c'est adapté en animé, ça passe à la télé, et tout le monde commence à aimer, et tout le monde commence à acheter des volumes, et ainsi de suite. Donc, c'est le schéma habituel au Japon. Et le truc, c'est que, du coup, il y a des gens qui ont le courage, des réalisateurs et des studios quand même, de faire des direct-to-animé, c'est-à-dire des animés qui ne sont pas des adaptations de manga, qui ne sont pas des adaptations de light novel, ce sont des histoires originales avec une animation propre et avec un concept. Le truc aussi, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que contrairement à ton shonen de base qui essaie de te faire revenir toutes les semaines, cet animé a un temps limité pour vous accrocher, vous proposer un monde et vous donner une clôture à l'histoire. Donc, contrairement, parfois, vous-même, vous allez vous dire, mais mon Dieu, cet animé, il est quand même bien dessiné, hein, c'est classe animation, mais pourquoi j'arrive pas à aller au prochain épisode? C'est parce que cet animé, il n'est pas adapté d'un manga où, à la fin du chapitre, ça vous dit « Et la semaine prochaine, pourra-t-il vaincre machin chose ?» Donc, ouais. Vous avez donc des studios qui font des direct-to-animé. Et là, c'est des petites recommandations. Le direct-to-animé, c'est le mecha. Vous avez Evangelion, vous avez Gundam, vous avez du semi-mecha, semi-autre chose, like Code Geass. Sponsorisé par Pizza Hut. Pizza Hut, magnifique sponsor. Il faut donner deux autres noms là, hein. Donc McDonald's et Burger King. Le quota est rempli. Voilà, KFC et compagnie. Et vous avez des animés qui ont marqué leur époque. Vous avez des trucs comme Cowboy Bebop, comme Samurai Champloo. C'est des œuvres de visionnaires. Dans tous les cas, ce sont des œuvres de visionnaires. Vous avez des studios comme Sunrise qui a fait beaucoup de direct-to-animé. Vous avez des animés comme Tiger and Bunny. Vous avez Kill la Kill. Vous avez Fooly Cooly. Trigger, c'est ça? Oui, vous avez Aldo à Zero. Donc, vous avez de quoi faire. Mais c'est juste de vous dire, il y a quelque chose qui est différent avec ce que vous regardez. C'est-à-dire, et Psycho Pass, monument pour moi. Pour ceux qui ont aimé, justement, tu as parlé de Blade Runner, pour moi, Psycho Pass, c'est l'équivalent en animé. Et c'est juste de se dire, mais pourquoi je ne reviens pas toutes les semaines? C'est parce que, effectivement, contrairement à la paresse des isekai qu'on a en ce moment, là, vous avez des vraies œuvres, vous avez un format de 12-24 épisodes, et votre histoire, elle est finie.
ou il y aura une saison 2. Donc, à découvrir, donc. Et bon, je dis pas que c'est mal d'apprécier les autres animés, surtout que la qualité s'est améliorée avec le temps. Maintenant, au lieu d'avoir des fillers, vous avez une bonne animation sur une saison de 12 à 24 épisodes. Mais faites quand même un petit peu de recherche et découvrez de nouveaux animés. Ok. Ou des anciens animés qui étaient des direct-to-animés. En fait, moi, ça me... Ouais, c'est pas que ça me surprend, mais là, j'entends ces titres et je me dis, mais en fait, Vous avez grandi avec. mes animés préférés, ben, la plupart, c'est des direct-to-animés. Ouais, pour moi, Cowboy Bebop, ça reste. Ah oui, Exactement. Ben, Pour moi, Cowboy c'est- Bebop, c'est Rick Arrivé. Evangelion, Gundam, pour moi, Je c'est... t'aime. Ouais, c'est ça. Et c'est des œuvres où tu as la Oui. musique, tu as la mise en scène, tu as l'animation. Ouais, Yuzo Code Kokano, Geass, Code Geass, c'est Un monument. magnifique aussi, hein. Ouais. Ok. Ben, merci Ben, tu donnes des références pour que Stéphane puisse découvrir le monde des animés. Non, bon. Yann, je t'aime, c'est la Enfin, première partie, des c'était pas mal. directo-animés. Des directo-animés, Non, c'est- parce qu'il y a quand même de Non, belles c'est- références ouais, dans ouais, tout ce non, qu'elle a mais il dit. faut aller chercher. Le problème, c'est que c'est l'accessibilité. Netflix, C'est vrai. Tu C'est en la- as beaucoup Il y a sur beaucoup Netflix. sur Netflix en oui. ce moment. Beaucoup. Oui, mais tu. Ouais. Tu appelles Ben va te... Netflix a toute une branche maintenant Ouais. Ouais. consacrée à l'animation Ah, japonaise. Animation japonaise. Mais est-ce qu'il y a de bons choix ou bien c'est. Si, Non, il y a non, des non, très non, très oui, bons oui, choix. il y en a des bons Parce que c'est tellement populaire l'animé en ce moment qu'ils se battent vraiment là pour Pour avoir les droits de diffusion. les droits de diffusion et en compétition tous les services. En fait. D'ailleurs, là, on aura du Star Wars en Star Wars, animé. ça, entre je dois autres. le dire. Ouais. Donc, c'est justement pour choquer ces studios-là. Ok. Ouais, on a hâte. Hein. C'est la Ben, merci Ben. Donc, notre nostalgique semaine. Ouais, bon. nous a préparé quoi? Aujourd'hui, je vais prendre la place d'Aldo. J'ai parlé de jeux vidéo. Un peu de Mais les jeux vidéo dans les années 80. Et un jeu en particulier, si je vous dis That man is playing Galaga, thought we wouldn't notice, but we did. Qui c'est qui a dit ça et à quel moment? Dans quel film? Dans quel film? On donne quelques secondes, hein, vous avez tous vu ce film, c'est Ouais. Avengers. Hein, c'est Voilà. Avengers. Donc c'est quand Tony Stark rentre dans le hélicarrière et là il dit That man is playing Galaga. Donc Galaga. Galaga c'est un petit peu l'ancêtre des shoot them up comme on appelle. Même des boulettes. Ouais, Bullet Hell. oui, ouais. Shoot 'em up, un des premiers jeux qu'on appelle les bornes d'arcade. Ben, pour la petite histoire, c'est quoi les bornes d'arcade? Aujourd'hui, vous avez vos consoles, c'est-à-dire que vous avez les jeux chez vous. À Pour l'époque, ceux qui n'ont pas connu. ouais, à l'époque, il fallait aller dans les salles d'arcade. Il y avait à Cupip, Space Game, il y avait à 4 bornes, il y avait à Roseville, ouais. Roseville. Donc, moi, je suis de cette génération qui a connu les arcades. Et il fallait surtout payer. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, ça fait partie, ça aurait été, moi, j'aurais aimé avoir une borne d'arcade à la maison, rien que pour le souvenir. À l'époque, mais tu avais du Pac-Man, Ouais. tu avais du Space Invaders. Space Invaders et surtout du Galaga. Alors, Galaga, c'est un jeu de Namco, connu. Oui, Ouais, très il y a connu. une référence. Ouais, aujourd'hui, Justement, voilà. c'est Pac-Man. Voilà, il y a Pac-Man Aujourd'hui, et c'est tout. Tekken. Oui, Oui. exactement. Et ouais. c'est surtout mais Tekken, ça sort en 81, c'est la suite de Galaxian, qui est sorti un petit peu avant Sun 19 et tout. Namco est une boîte qui s'ouvre en Sun 14, donc ça commence à se développer. Donc aujourd'hui, quelque part, si on a le succès des jeux vidéo, c'est un petit peu grâce au succès des bandes d'arcade. C'est vrai. Parce C'est que vrai. sinon, si ça avait été un flop, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui. Namco ne serait pas aussi bien développé, on n'aurait pas eu les consoles telles que nous avons. Donc, c'est un jeu, on s'y prend rapidement. J'en ai été victime. On s'y prend rapidement. Les roupies. Non, si je joue. Non, il a avoué. Oui, j'ai Il joué, a hein. avoué. Les roupies, ça partait. On ramassait notre argent d'école pour aller jouer les dimanches après la messe, ou bien on partait carrément pas à la messe. Confidence. On rentrait dans les bandes Blasphème. d'arcade de 8h du matin jusqu'à midi. Et là, on jouait à Galaga, il y avait Pole Position, il y avait oui. Pac-Man et tout. Alors,
ce qu'il y a d'intéressant avec Galaga, ce qui rend mais ce jeu-là un petit peu exceptionnel, c'était le premier jeu à l'époque où on pouvait jouer avec 2 vaisseaux simultanément. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, Moi, je connais. ouais, tu te laisses. On se laisse Donc, il y avait un kidnapper, boss en haut. À un moment donné, il sort dans. Bon, le jeu est très simple. Vous avez l'écran, vous avez votre vaisseau. Vous ne Ouais, qui pouvez bouge de droite bouger à que de gauche. gauche à droite. Et à chaque fois, tu as tout plein de vaisseaux mais qui vient en rangée et puis tu dois tuer. Donc le truc dedans, c'est que tu dois te faire capturer. En te laissant capturer par le vaisseau mère là, il vient, il y a un drôle de bruit, il prend le vaisseau et là à condition que tu as toujours une vie, tu as un autre vaisseau mais qui vient et là il faut bien faire attention. En essayant de tuer le vaisseau mère, de ne pas bousiller ton vaisseau, parce que c'est un coup perdu pour rien. Donc, c'était un des premiers jeux à offrir la possibilité à un joueur de jouer avec 2 vaisseaux à la fois. Donc, ça, c'était déjà pas mal. On se laissait emporter un petit peu, mais par ça. C'était répétitif, parce que tu revenais sur les mêmes... c'était à chaque fois, donc tu avais... Tu avais un premier niveau, un deuxième niveau, et puis il y avait quelque chose d'exceptionnel aussi à l'époque, tu avais le niveau bonus que tu n'avais pas dans les autres jeux. Le niveau bonus qui te permettait d'avoir d'autres vaisseaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tout plein de vaisseaux mais qui viennent, tu dois les massacrer tous, et tu avais un vaisseau en K2. Donc voilà, je parle de Galaga. Galaga qui est aussi une référence parce qu'on le revoit dans pas mal de films de l'époque. Il y a War Games, pour ceux qui s'en rappellent. Et même Karate Kid, à un moment donné, ils sont en train de jouer là-dessus. Et finalement, dernièrement, il y a eu quand même Avengers où tu avais le type là qui jouait, mais Tony Stark rentre et il dit voilà, je t'ai pris, tu es en train de jouer à Il y avait le Galaga. film aussi qui fait référence au jeu des années 80, Preston. Oui. Je me rappelle bien. Non. C'était Et puis c'est aussi dans Pixel. Pixels, voilà. Dans c'est Pixel. que je cherchais. Pixel. Avec Adam Chandler. Chandler. Ouais, Chandler. Ah, il y a un Un truc comme ça. celui avec l'anglais, genre. Ouais. Pixel. Ouais, tu as tout à fait raison. Tu parlais de borne d'arcade. Si vous aviez une borne d'arcade que vous voudriez avoir à la maison, ce serait laquelle hein? Moi, ce serait Street Fighter 2. Ok. Moi, ce serait SNK. King of Fighters, Fatal Fury, Pote. Toi, ce serait Galaga, du coup Peut-être pas. Donc Galaga, pour ce que ça revêt L'aspect comme nostalgie. Et toi, c'est Moi vrai aussi, je pense que ça aurait été un jeu un peu du style de Galaga. Vous êtes des gros. Hein. Moi, j'aurais pris X-Men là, à 6 joueurs. Ouais, mais C'est- ça, c'est mon c'est rêve un peu de l'avoir. après. Mais Ouais. pour parler classique, réellement, tu as... Mais, Parce que- mais pour faire la parenthèse, c'est que les jeux de combat, tous les jeux de combat sont passés par les bandes d'arcade avant de Oui, faire sa console. oui. Oui, oui. Mais c'était fait C'était pour. ouais, c'est ça. C'était Ben, fait même pour. Les aujourd'hui, boss en étaient tout trop. moment, il y a des gens qui Oui, viennent avec le Le style arcade, ouais. Le paddle et tout. Exactement, ouais. Maintenant, c'était- là, il y a une vidéo YouTube qui prouve que les boss étaient dopés. Oui, que les gens claquent des non, pièces. SNK C'était- Boss Syndrome, Ouais. c'est réel. hein. Non, c'est vrai, on a dépensé pas mal de sous à l'époque. Et on pouvait s'acheter au moins 2 PlayStation, mes parents, à force de... À cause d'aller dans la salle d'arcade, effectivement. Effectivement. C'est un mais le truc, c'est que beau business Par model. exemple, Ouais. un jeu comme X-Men, tu peux pas le jouer à 6, tu vois, Ouais. chez toi. Il n'y avait pas moyen Ouais. pendant des années. Et tu avais des jeux où tu avais carrément une voiture, tu rentrais dans la voiture et Ouais. ça bougeait. comme- Petite anecdote, à l'époque, bon, tu avais la bande qui était devant toi et tu avais d'autres personnes qui t'attendaient. Et ils prenaient leur Pièce, sous, il devait la ils poser mettaient là à côté, ils pour te aider. surveillaient là. Et là, tu avais la pression. Vous connaissez cette Oui, pression oui, quand oui, on oui, va oui. dans un mariage indien là, il y a quelqu'un qui attend que Non, tu mais non, aies- Il attend Et là, c'est il attend son tour, là. tu sais. Ouais, Mais c'est pire quand c'est pour les jeux de combat, justement. Ouais. Parce que les jeux de combat, ils attendent pour t'affronter. Ouais. Tu gagnes, tu restes. Ouais, C'est vaincu, ouais, tu ouais. restes. Ouais. C'est vaincu, tu restes. Mais, Donc, mais ça, Mais c'était une belle culture. non, je c'est une trouve. belle Ouais, culture, ouais, ça ouais. crée une belle ambiance. Et franchement, je regrette un petit peu cette époque-là parce que si tu regardes bien, ta PlayStation, tu es seul chez toi. Voilà. Mais là, Et t'étais... mais aussi pour forcer les gens à Ouais. venir jouer, là, mon Ouais. Dieu. Ouais. Ouais. Bon, seul chez toi, oui et non, parce que tu as la communication, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas Mais pareil. avant c'est de tomber pareil. d'accord, quel veut jouer, quel jour jouer. Mais bon, Ouais, si mais- t'as des amis, le couch gaming n'est pas tout à fait mort. hein. Il Ouais. reste Ouais. des jeux quand même qui nous invitent à
Ouais, À jouer ensemble. mais ouais. sortir, tu te réveilles le matin, C'est tu vrai, vas c'est notre voir. ambiance. Non, c'est toute une préparation. Je pense que toi, tu connais un petit peu Ouais. plus. Oui. Je sais pas pour Ben, mais c'était une belle époque. C'est vrai que nous, je parle pour Aldo et moi, on a plus connu le côté cybercafé avec d'autres styles de jeux, mais tu avais quand même le côté social gathering qui était bien présent. Oui, Qui était oui, bien oui, présent. oui. Ouais, Non, ouais. j'ai connu les deux époques, Ouais, les deux époques, c'était bien. Bon, ben voilà. Merci à tous pour ces beaux partages. Donc, encore une fois, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker nos pages sur les réseaux sociaux et à visiter notre site web geekingmaurice.com. Merci. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Ou non, il y a quoi? Non, j'allais dire, Maurice, on écrit comment déjà? M-O-R-I-S. Comme chez nous, quoi. Créole mauricien. Créole. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.